Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. La forte demande en transports urbains encourage le développement des applications mobiles. Elle cherche à s'implanter durablement au Cameroun. La plupart des jeunes qui finissent les études sans emploi, ils se retrouvent dans les mototaxis. Soutenir l'activité des PME africaines fragilisées par les conséquences de la Covid-19, c'est la mission des banques locales en partenariat avec les lignes de crédit d'institutions financières internationales. La première intervention, c'était de permettre à l'entreprise de rester intacte, debout, pendant cette période-là. Ce qu'il fallait éviter, c'est que l'entreprise subisse les effets de la pandémie, ferme ses activités et après qu'elle ait du mal à relancer ces activités-là. Une algue centenaire pour se vivifier, c'est le pari de la spiruline, une micro-algue découverte au bord du lac Tchad et aujourd'hui célèbre dans le monde entier. On s'est rendu compte que ce produit était devenu un produit merveilleux, un produit extraordinaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 30 jours, les enfants récupéraient totalement leur santé. Direction le Cameroun, au cœur d'un secteur véritablement bouillonnant, le transport urbain par taxi. Pour de nombreux habitants de Douala, la capitale économique, se déplacer est parfois en concours de patience, voire en parcours du combattant. Pourtant, ce ne sont ni les voitures ni les motos qui manquent. Alors que les autorités locales multiplient les stratégies pour fluidifier le secteur, les passagers ne cessent d'inventer des astuces pour trouver plus facilement un taxi. Reste à savoir si les applications mobiles qui cherchent à s'implanter au Cameroun vont changer la donne. Réponse avec notre correspondant Aboubacar Sidik Mounchili. Au milieu d'une galaxie rassourdissante de motos et de voitures, des passants comme dans une ruche d'abeilles, c'était à la recherche d'un taxi, cherchent à se frayer en chemin. Nous sommes ici au carrefour de Kotira Douala, métropole économique du Cameroun. Pour trouver le taxi à Douala, ce n'est pas facile. Ici comme ailleurs, la moto est la première alternative de transport à portée de main dans la ville. Cette métropole totalise pas moins de 70 000 mototaximens d'après des chiffres de la communauté urbaine de Douala et des syndicats des mototaxis. Cela s'explique par le manque d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent, ils n'ont pas d'emploi. Et il y a aussi l'aspect politique. Les politiciens ont utilisé ce moyen pour essayer d'occuper les jeunes. C'est ce qui explique le fait que la plupart des jeunes qui finissent les études sans emploi, ils se retrouvent dans les mototaxis. Formés ou non et évoluant pour la plupart à marge de la réglementation, ces conducteurs de moto ont fait du transport des personnes leur gagne-pain. Le secteur est très lucratif pour eux, tout comme pour les chauffeurs de taxi de ville en couleur jaune. Par jour, tu peux gagner 3 000, 4 000, 5 000 si c'est bon. Si le travail est bon, tu peux gagner 5 000. À l'instar de ce qui se passe dans plusieurs autres villes africaines, le désordre est perceptible dans ce secteur de transport par moto où le confort et la sécurité ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui amène les autorités de la ville de Douala à multiplier régulièrement des mesures en vue de l'assainissement du milieu et surtout pour tenter de le rendre plus sûr. Un véritable challenge dans cette ville dont la population augmente chaque jour et le besoin de transport aussi. À côté des motos qui réussissent à être partout, les taxis de ville conservent leur place. Malgré de nombreuses pesanteurs, ils comblent aussi une énorme attente. Contrairement à la plupart des autres villes du Cameroun, la grande majorité des taxis de Douala ont leur propre fonctionnement. Ce n'est pas par exemple comme dans une ville urbaine comme celle de Yaoundé ou un peu de partout. Pourtant à Douala, le taxi est fait en plusieurs stationnements. Chaque stationnement est un point de chargement pour transporter les clients uniquement d'un point à l'autre dans la ville. Une formule que des exploitants adoptent comme solution facile dans un contexte d'embouteillage interminable sur certains axes de dégradation de nombreuses chaussées ou encore d'insuffisantes routes dans cette ville au développement vertigineux. Il faut déjà savoir comment s'orienter et une fois que vous êtes dans la direction, vous pouvez trouver un taxi.
Si vous courez après le temps, ou si vous êtes conscient que la distance à laquelle vous allez est longue, vous êtes libre de miser. On sait que le tarif normal d'un taxi, c'est 250 francs. Et donc, dépendamment de vous, vous pouvez miser 300 ou plus. Une course donc où les plus offrants à certaines heures ou sur certaines distances s'en sortent le mieux en payant plus que le tarif en vigueur. Il est parfois multiplié par 2, 3, voire même 4. Quelques startups se sont intéressés au transport à Douala ainsi qu'à Yaoundé en proposant des applications pour la commande en ligne de taxis et de mototaxis. Dès que tu t'abonnes là-bas, on te donne un téléphone Android, on te connecte. À travers ton téléphone, on peut t'appeler. Si tu es à côté ou un client a besoin d'un taxi, on t'appelle. On voit seulement ta position si tu es à côté, quoi. Ces applications offrent de nombreux avantages comme la traçabilité, le confort et la disponibilité des taxis en temps réel. Mais la plupart n'ont pas réussi à convaincre. Certains utilisateurs, comme ce chauffeur de taxi, n'ont pas trouvé le procédé rentable. Il préfère procéder lui-même à sa collecte de clients qui lui rapporte de meilleures recettes. On ne paye pas pour moi. On peut t'appeler, tu peux prendre le client. Tu arrives avec le client, là où le client pourrait te payer même peut-être 3 à 4 000. Il sort 2 000 pour te donner. Malgré tout, la modernisation de ce secteur dans le sillage du développement des technologies du numérique est incontournable. Elle pourrait offrir de multiples opportunités à l'instar de ce qui se voit déjà dans de nombreux pays. D'autant que le vaste marché de transport par taxi dans les villes camerounaises continue d'attirer les investisseurs. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, le service de covoiturage de groupe russe Yandex, avec sa plateforme Yango, a par exemple déposé ses valises à Douala et Yaoundé. C'est une voie intéressante. Le Cameroun ne doit pas être en reste. Vous savez, à l'heure de la mondialisation, le monde est devenu un village à l'échelle planétaire. Les pratiques, il n'y a plus de pratiques propres à un pays. C'est une très bonne opportunité, mais elle n'est pas mauvaise. Mais le plus important, c'est l'audio. On est à la recherche des sous. Il va sans doute effectivement falloir que ces nouveaux opérateurs numériques bousculent les habitudes, mais aussi prennent mieux en compte le niveau de vie de la population. J'ai téléchargé l'application et je pense qu'elle est bien, juste que c'est un peu cher avec mon statut d'étudiante. Je me suis rendu compte que pour une distance de 300 francs, on m'a parlé, ils m'ont proposé 1500, 2500 avec un peu de confort et je ne pourrais pas vraiment l'utiliser. Par rapport à la situation que nous vivons au Cameroun, ça ne peut pas être important pour moi, particulièrement parce que je n'ai pas de moyens. En déplaçant un taxi pour moi, venir me chercher, ça va me coûter cher. Rien n'est perdu, confie de nombreux spécialistes et professionnels du transport. Il y a suffisamment de la place pour les innovations dans ce secteur. Il faut juste qu'une sensibilisation auprès de nos membres et des usagers. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent quand même conscience de cette nouvelle donne technologique, mais beaucoup l'appliquent moins. Donc nous allons faire un effort pour joindre donc cet outil-là à l'agréable, faire en sorte que cela soit une donnée première dans nos sociétés. Un atout pour cela et l'avenir de ce secteur au Cameroun réside dans l'explosion de l'usage des smartphones avec le taux de pénétration de l'Internet ces dernières années, 34% d'après les chiffres officiels. De quoi encourager de plus en plus de clients à commander un taxi au moyen de leur smartphone à condition que des tarifs raisonnables soient aussi au rendez-vous. La 4e vague de Covid-19 pourrait être en train d'atteindre un plateau en Afrique. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation mondiale de la santé qui a précisé que cette vague a été brève, mais tout aussi déstabilisante. Le continent chiffre désormais à plus de 10 millions les cas cumulés et le variant Omicron a été détecté dans 30 pays africains. Mais si les chiffres globaux sont à la baisse, il faut signaler que l'Afrique de l'Ouest et du Nord connaissent actuellement une augmentation de cas. Ecovax, le système international qui mutualise la distribution de vaccins Covid, a annoncé avoir livré plus d'1 milliard de doses à 144 pays. Ce résultat a été bien plus lent qu'espérait l'Organisation mondiale de la santé et sur le continent, les difficultés d'administration des vaccins sont toujours là. Du manque de centres de vaccination au Cameroun à la pénurie de seringues au Kenya en passant par le sentiment de déni
face au virus en République démocratique du Congo. De nombreux pays peinent à immuniser leur population. Le Centre de contrôle des maladies en Afrique vient d'envoyer des missions au Maroc et au Rwanda pour tirer les leçons des succès de ces deux pays dans leur programme de vaccination. Je vous emmène maintenant au Sénégal et au Burkina Faso où les banques et les États se sont mobilisés pour sauver les PME directement impactées par la Covid-19. Le plus souvent, cette démarche a pris la forme d'un partenariat avec l'appui d'institutions de développement. Nos correspondants ont enquêté pour comprendre comment l'ICD, la filiale secteur privé de la Banque islamique de développement, travaille sur le terrain avec les banques locales. Un reportage d'Abdoulaye Bari et de Bertrand Ziba. Si l'Afrique a enregistré son premier cas de Covid-19 en Égypte le 14 février 2020, elle n'a pas connu des taux d'infection aussi élevés que d'autres régions du monde et l'impact économique et social de la pandémie reste très sévère, notamment pour les PME. En cause, l'effondrement de la demande internationale, en particulier chinoise et européenne, combiné aux mesures sanitaires des États qui ont fait chuter la consommation locale. Les institutions africaines et internationales de développement associées aux banques publiques et privées se mobilisent pour soutenir les PME en difficulté. ICD, la Société islamique pour le développement du secteur privé, intervient par exemple en Afrique subsaharienne dans plusieurs secteurs piliers de cette région, comme le coton au Burkina Faso ou l'arachide, comme ici au Sénégal. La première intervention, c'était de permettre à l'entreprise de rester intacte, debout, pendant cette période-là. Ce qu'il fallait éviter, c'est que l'entreprise subisse les effets de la pandémie, ferme ses activités et après qu'elle ait du mal à relancer ces activités-là. Nous sommes ici à 300 km au sud-est de Dakar, à Kaffrine exactement, où la société Lansar connaît depuis 1997 une belle croissance dans l'arachide. Un secteur stratégique pour le Sénégal qui fait vivre une grande partie de la population rurale. Aujourd'hui, les dirigeants de la PME affichent de grandes ambitions et se préparent à la reprise de la demande mondiale qui se dessine. Notre objectif, c'est de faire 100 000 tonnes par an. Là, on n'arrive pas encore à atteindre notre objectif. Et pour le raffinage et tout, on a une huilerie à mettre en place. D'ici 6 mois, on va le mettre en place. Et on doit faire de l'huile brute et de l'huile raffinée. L'huile brute, c'est destiné au niveau de l'exportation et l'huile raffinée au niveau du marché local. Un besoin de financement qui pourra être financé par la Banque nationale de développement économique, la BNDE, avec l'appui de ICD qui a mis en place une ligne de crédit d'un montant total de 12 millions d'euros spécialement dédiée à la résilience des PME africaines pour faire face aux impacts du Covid-19. Pour son client, la société Lansar, la banque a mis en place un financement spécialement adapté. Cette fois-ci, nous avons décidé d'innover dans l'approche en lui donnant ses équipements sous forme de crédit bail. Et le montant global fait 787 millions. Et nous sommes d'ailleurs dans une première phase de son financement. Parce que le besoin global de Maodo-Sarr va au-delà de 787 millions. C'est 20 milliards. Hein, parce que son objectif, bien sûr, c'est d'aller vers la titrisation, mais aussi vers le raffinage. Un projet industriel qui devrait participer à la reprise de la croissance économique du pays, mais aussi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Sur le plan économique et sur le plan des emplois, vous le voyez, alors, on fait travailler 210 personnes par jour, dont 60 personnes qui sont des employés permanents et 150 personnes qui sont des saisonniers. Pour moi, cette entreprise, ça permet à certaines personnes de ne pas partir à Dakar pour chercher du boulot, quoi. C'est un bel avenir. Et on est obligé d'ailleurs de le soutenir aussi au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que 2 tiers de la population rurale aujourd'hui cultive l'arachide. C'est un produit social qui fait nourrir beaucoup de familles au Sénégal. Donc le Sénégal a intérêt et a l'obligation de soutenir ce produit-là. 4 PME sénégalaises sont les bénéficiaires du fonds Covid pour un montant de 10 milliards de francs CFA. La société Lansar et celle d'Afrique, toutes deux dans l'agro-industrie, Bio24 dans le médical et la société de transport Sahel Bantare. Pour la BNDE, ce partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé lui a ouvert les portes vers d'autres institutions et donc d'autres sources de financement. À cause de la SID,
Aujourd'hui, nous avons d'autres institutions qui sont venues. La BOAD est venue. Je disais tantôt que la BAD est venue. Afreximbank nous accompagne. Aujourd'hui, c'est un moment de fierté pour la BNDE d'avoir accompagné plus de 70 entreprises à hauteur de 7 milliards de francs CFA et d'avoir sauvé plus de 7000 emplois pendant cette période. Le Burkina Faso, lui aussi, illustre bien comment les institutions de développement et les banques privées peuvent réussir à mettre en place des financements qui répondent aux besoins des PME face à l'impact du Covid. Avec une production annuelle de près de 3 millions de tonnes de coton, celui qu'on surnomme l'or blanc africain est l'autre pilier économique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À lui seul, il fait vivre 15 millions de petits producteurs et représente 40% des recettes d'exportation. Mais ce tableau idyllique ne doit pas cacher les difficultés rencontrées par les PME du secteur qui doivent faire face aux aléas du climat et des cours mondiaux et depuis 2 ans à l'impact économique et social de la pandémie, comme ici au Burkina Faso. Il faut dire qu'à l'instar des autres sociétés, la Socoma a subi aussi les contre-coups de la pandémie à Covid-19. On doit seulement rappeler que cette pandémie a occasionné durant les 2 premiers trimestres de l'année 2020 une déprime donc des cours mondiaux du coton, donc ce qui a occasionné, si vous voulez, des manques à gagner donc au niveau des ventes. Et cette pandémie a également occasionné des retards dans les embarquements des contrats. Ici aussi, un partenariat entre une banque privée, Coris Bank International, et ICD a permis de mettre en place une ligne de financement pour répondre aux besoins de ces PME burkinabés qui veulent renforcer leur capacité de transformation, le Burkina ne transformant aujourd'hui que 5% de sa production, et répondre à l'augmentation de la demande internationale de l'après-Covid. C'est le projet de la Socoma. Nous avons le projet, la construction donc, de la 4e unité au sein de la Socoma. C'est un projet né avant la pandémie à Covid-19. C'est un projet né depuis 2017 et c'est également un projet qui est né avant la crise sécuritaire au niveau de l'Est du Burkina. Donc c'est une nouvelle usine qui aurait une capacité de 45 000 tonnes de coton graines par an et pour 150 jours donc, de travail. Avec une production annuelle de 80 000 tonnes de coton et un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs CFA, l'entreprise compte près de 900 salariés et fait vivre 60 000 exploitants. Elle va bénéficier d'un financement Coris Bank ICD et de la BOA pour construire sa nouvelle unité de production pour un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Nous avons accompagné la Socoma à travers la construction d'une 4e usine d'égrenage de coton à Ouarghaï, à travers un financement de plus de 3 milliards 250 millions de francs CFA. Nous sommes satisfaits de ce financement qui contribuera à renforcer la production cotonnière de notre pays et également à donner des emplois dans la zone d'implantation de l'usine, c'est-à-dire à Ouarghaï. Et nous remercions ICD d'avoir accordé cette facilité en ces temps difficiles où les banques ont besoin de liquidités pour soutenir leurs activités. On l'a compris, la mobilisation des banques de développement et des banques publiques et privées fonctionne et porte ses fruits. Elle va permettre aux PME africaines de jouer à nouveau le rôle économique et social de premier plan qu'elles jouaient dans leur pays avant la pandémie. Pour le FMI, si en 2020 l'Afrique a enregistré la plus forte baisse de son PIB depuis 20 ans, elle devrait retrouver une croissance estimée à plus 3,4% en 2021. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le Mali traverse une période particulièrement difficile. Vous le savez, la communauté régionale de la CEDEAO a pris la décision d'imposer à Bamako des sanctions financières et la fermeture de ses frontières terrestres. Ces mesures sont dues à l'annonce du gouvernement malien de retarder les élections et elles ont fait descendre les habitants de Bamako dans la rue. L'incertitude règne sur les liaisons aériennes ainsi que sur les exportations d'or, dont le Mali est le 3e producteur en Afrique. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le décès de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il avait été renversé, rappelez-vous, en 2021 par une mutinerie militaire menée par l'actuel président, le colonel Assimi Goïta.
La compétition continue de faire rage en Afrique de l'Est pour desservir les régions les plus enclavées du continent. C'est ainsi que la Tanzanie ambitionne de devenir un véritable hub de transport et de commerce régional. Pour ce faire, elle a décidé de construire une ligne de chemin de fer qui pourrait relier le port de Dar es Salaam à ses voisins plus reculés comme la République démocratique du Congo. Elle vient de signer un accord en vue de la construction d'une liaison ferroviaire de 900 millions de dollars et de 282 km entre la ville tanzanienne Uvinza et la capitale du Burundi, Giteka. Et Twitter est de retour au Nigeria. L'interdiction du réseau social dans le pays aura duré 222 jours. Elle était intervenue à la suite de la suppression d'un message du président nigérian Muhammadu Buhari par Twitter en juin dernier. Pour faciliter son retour, le réseau social a néanmoins dû se résoudre à des concessions comme la nomination d'un représentant officiel qui agira comme interface avec le gouvernement fédéral. Il est estimé que la suspension de Twitter a coûté 1,3 milliard de dollars en manque à gagner à l'économie nigériane. Parlons à présent d'un aliment hyper riche, mais aussi d'un bon médicament, la spiruline, une microalgue devenue très populaire depuis les années 70. À l'époque, elle avait été trouvée sous forme de galettes sèches vendues dans les marchés autour du lac Tchad. Mais sa consommation remonte sans doute au 9e siècle en Afrique. Aujourd'hui, la microalgue est principalement cultivée en Chine, mais plusieurs pays africains comme le Bénin entendent bien poursuivre son exploitation, notamment pour combattre la malnutrition. Regardez. Cette algue découverte en 1950 dans le lac Tchad fait des miracles. Avec 5 grammes administrés chaque jour sous forme de complément alimentaire, elle remet sur pied un enfant souffrant de malnutrition sévère en quelques semaines. Le nom de cette plante, la spiruline. Très riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments et en protéines, elle réunit toutes les vertus pour réguler le taux de cholestérol dans le sang et renforcer le système de défense immunitaire chez les personnes porteuses du VIH. La spiruline met également le consommateur à l'abri de la grippe et du paludisme, la première cause de mortalité en Afrique. Des pays comme le Bénin ont vite compris les bienfaits de cette algue providentielle. À l'unité de production de la spiruline UPS, Roger Kunglenou Andouké et son équipe s'investissent dans la culture de l'algue pour répondre à une demande pressante. Dans ce pays, 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. À l'aide de la spiruline d'importation, nous avons pu récupérer une trentaine d'enfants en moins de 30 jours. On s'est rendu compte que ce produit était devenu un produit merveilleux, un produit extraordinaire. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 30 jours, les enfants récupéraient totalement leur santé. On s'est rendu compte au cours du projet que même les personnes d'un certain âge, disons les personnes âgées, n'est-ce pas, se retrouvaient, les sportifs se retrouvaient, les femmes enceintes. Donc bref, c'est pratiquement toutes les tranches d'âge, n'est-ce pas, qui se retrouvaient, n'est-ce pas, dans la consommation de la spiruline. La spiruline pousse dans les eaux à une température de 25 degrés Celsius. Sur ce point, l'Afrique offre des conditions propices pour la culture de l'algue à grande échelle. Mais son exploitation demande beaucoup de rigueur, de travail et des moyens adéquats pour faire face à des intempéries qui peuvent affecter le rythme de fabrication. S'ajoutent à cela des problèmes d'électricité, d'infrastructure et de manque d'équipement. Des écueils qui, une fois palliés, pourrait accroître considérablement la production de spiruline. La spiruline, c'est une microalgue. Elle est photosynthétique et elle est cultivée dans des bassins qui sont à l'air libre. Donc, tout ce qui est facteur climatique intervient sur le développement de la spiruline. Donc, l'ensoleillement, si c'est la période est pluvieuse. Actuellement, l'UPS produit 2 à 3 kg d'algues par jour. Cette ressource végétale est ensuite transformée en complément alimentaire ou bien en yaourt, en biscuits. Mais des ateliers de l'UPS sortent également des produits d'hygiène à base de spiruline, savon, shampoing. De nouveaux produits sont en phase d'étude comme le lait pour le corps, la vinaigrette et des jus de fruits. Des produits qu'attendent les clients, des particuliers mais surtout des grossistes, des supermarchés et des pharmacies béninoises. Le rêve de l'UPS, c'est de conquérir le marché de la sous-région, à commencer par le Togo voisin.
Dans cette perspective, l'UPS nourrit l'ambition de multiplier par 3 ou 4 ses capacités de production pour répondre aux besoins des Béninois, mais aussi pour satisfaire la demande qui s'exprime dans la sous-région. Si tous nos bassins étaient en production, nous aurions eu annuellement entre 2 tonnes et 2 tonnes 5. Actuellement, nous sommes à 800 kg de production du fait que nos infrastructures de production fonctionnent au tiers du fait du vieillissement et manque de financement, n'est-ce pas, pour renouveler, n'est-ce pas, ces infrastructures. Donc actuellement, nous sommes autour de 800 kg et ça fait que nous sommes strictement cantonnés à satisfaire le marché intérieur. Mais tout cela nécessite de grands moyens, notamment l'installation de panneaux solaires pour s'affranchir des délestages du réseau électrique, mais aussi pour s'assurer des économies sur la dépense en énergie. Marianne Liu Nento, chargée de suivi et d'évaluation de projets pour Power Electrical Generation, étudie le projet. De toute façon, il y aura un investissement quand même à faire, un bon investissement à faire quand même, parce qu'il y a beaucoup de moteurs là. Sur le site, il y a beaucoup de moteurs. Et il y a beaucoup d'appareils qui ont des puissances relativement élevées. Voilà. À l'image du Bénin, les fermes de spiruline se multiplient à travers le continent. Le Burkina Faso compte déjà plusieurs exploitations installées à l'initiative d'associations et d'ONG humanitaires. Mais de tels projets méritent le soutien des partenaires pour leur développement. L'enjeu est réel quand on sait que 40% des ressources des États d'Afrique au sud du Sahara sont englouties dans les dépenses de santé. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 568. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quelle est la dernière application de taxi à s'installer au Cameroun? Roja, Uber ou Yango? Deuxième question. Où a été découverte la spiruline? Au lac Victoria, au lac Tchad ou au désert de Namib? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 568. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 567. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Où est installé le fermier bio béninois Femi Kochoni? Réponse à Tori Bosito. Deuxième question. Combien compte-t-on d'étudiants dans la formation de Grace Rolandi? La réponse, une vingtaine. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai Valentin Mbozo, directeur général du GIMAC, le groupement interbancaire monétique de la CEMAC. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre nouveau site newsafricaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.